Mostervinou qui est sur ses appuis, qui remet à Moulumba. Attention, il va y laisser. Colby, un 2 contre 1, magnifiquement joué pour le premier essai du match de Yoann Huget. Regardez, attaque de Thibaut Pinot. Yann Potiger pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Avec Nori Benaliba. Le but énorme. Et bonjour à tous, bienvenue dans la feuille de match rugby. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, on reçoit un invité de marque. Mais avant tout ça, on va voir qui c'est qu'on a sur l'écran aujourd'hui et pas autour de la table, malheureusement. Du coup, on va commencer par Victoria, ça va ? Comment tu vas ? Très bien, contente d'être parmi vous aujourd'hui. C'est bien passé l'émission avec Montserrat la semaine dernière ? Nickel, parfait, c'était vraiment une émission agréable à faire. Donc on vous invite, ceux qui sont intéressés, à revoir l'émission avec l'interview de Montserrat Amédée, joueuse de l'équipe de France à 7 et à 15, qui est dispo sur notre chaîne YouTube. On a Arthur. Comment tu vas, Arthur ? Ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment, ouais. Depuis mars, la dernière émission en live, il me semble. Donc ça me manquait un petit peu de ne pas parler rugby, donc ça fait plaisir de vous voir tous. Et puis on va parler du stade aujourd'hui, tu vas être dans ton élément, même si on va peut-être débloquer le Leinster, vu que tu es un spécialiste de ce club aussi. Non, on reste sur le stade. Ok, et on a aussi Alexian, comment ça va ? Salut à tous, ça va très bien. Moi, il me tarde un peu quand même de retrouver le coiffeur et d'être déconfiné, mais bon, sinon, tout va bien. Du coup, on va aussi dire bonjour à notre invité, mais juste avant, je crois qu'Alexian, tu vas nous le présenter ? Effectivement, on a la chance aujourd'hui de recevoir François Cross, joueur du Stade Toulousain, 3e lignel. Toi, tu es né le 25 mars 1994 à Toulouse, donc toi, tu es un pur Toulousain. Tu as commencé le rugby au RC Sey-Fenouillet en 2000, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, tu es passé à Grenade Sport avant de signer au centre de formation du Stade Toulousain. Et avant, tu faisais aussi de la natation au club de Blagnac, qu'on salue puisque c'était notre sport en commun. Donc, du coup, voilà, tu as été pris au centre de formation du Stade Toulousain. Puis, en 2013, il me semble, au Pôle Espoir de l'équipe de France, Marcoussis. Et notamment, tu as été en équipe de France des moins de 20, avec laquelle tu as été capitaine et tu as fait le Grand Chelem en 2014, avec notamment d'autres joueurs, dont certains de tes coéquipiers actuels, comme Thomas Ramos ou Dorian Aldeguerri, mais aussi Baptiste Serin, entre autres. Et le 29 février 2016, c'est ton premier match de top 14 contre Montpellier. Et ensuite, quelques mois plus tard, en juillet 2016, tu fais partie de la liste développement de 30 joueurs de moins de 23 ans qui était concoctée par un certain Guy Novès. Et voilà. Et puis, évidemment, la saison dernière, 2018-2019, ton premier titre en senior avec le Stade Toulousain, titre de champion de France. Et la même année, d'ailleurs, quelle année pour toi, puisque tu as été diplômé, tu as eu un diplôme de pédicure podologie après 6 ans d'études à l'IFPP à Purpan. Donc, du coup, en tout, c'est 74 matchs de top 14 et 20 matchs de Coupe d'Europe. Et en équipe de France, tu as connu ta première cape avec les seniors pour la préparation de la Coupe du Monde 2019 contre l'Écosse. Et puis surtout, tu as fait un superbe tournoi à destination 2020 qui s'est malheureusement achevé un peu trop tôt. Et on aura l'occasion d'en discuter après. Donc voilà, si on peut revenir un peu sur le début de ta carrière, comment ça s'est passé ? Moi, j'avais une petite question pour commencer. Comment ça s'est passé le fait d'être à Sey, puis à Grenade, et puis le Stade Toulousain qui vient te chercher, entre guillemets, qu'est-ce que ça t'a fait ? Comment tu l'as ressenti ce moment-là ? Bonjour à tous d'abord. Pour répondre à ta question, c'est vrai qu'à l'époque, quand je jouais à Sey et à Grenade, c'est vrai que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard et j'avais aucune… Enfin, je ne vais pas dire que je n'avais pas l'envie, mais je ne pensais pas finir rugbyman professionnel. Donc, c'est vrai que ça s'est fait comme ça un petit peu au fil des événements. Et c'est lors d'un tournoi avec la sélection départementale de Haute-Garonne que j'ai été repéré en fait, pour rentrer au Pôle Espoir. Et en même temps, du coup, c'était Eugène Passera à l'époque qui est venu me voir en me disant si tu veux venir au Stade Toulousain, tu es le bienvenu. Donc, forcément, quand le Stade Toulousain vient vous chercher, surtout quand on est Toulousain, c'est compliqué de dire non. Et vu que je rentrais au Pôle Espoir, j'avais envie de jouer au
au plus haut niveau de ma catégorie d'âge. Donc c'est pour ça s'est fait un peu naturellement et j'ai pas pu refuser leur offre. Et du coup, comment tu as vécu le passage de club amateur, même si c'est des clubs quand même qui sont importants dans la région toulousaine? Comment tu as vécu le passage du coup club amateur à grosse structure du Stade Toulousain? À l'époque, j'étais en cadet, donc c'est quand même similaire, peu importe, quels que soient les clubs. Il y a un peu l'insouciance d'être jeune et de ne pas calculer justement le fait d'être dans un club professionnel. Et après, j'ai eu la chance donc, de rentrer en pôle espoir en même temps, donc de me faire des connaissances au pôle espoir avec lesquelles j'allais jouer en club. C'était quand même plus facile pour s'intégrer. Et après, ça s'est fait naturellement au fil du temps et au fil des matchs, on va dire. Et du coup, tu as suivi une formation de podologue. Est-ce que tu es encore aussi un petit peu dans le milieu en ce moment ou est-ce que tu fais Stade Toulousain et l'Institut à Purpan? Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai terminé mes études l'été dernier. Donc, j'ai fait, après 6 ans d'études, j'ai été diplômé pédicure podologue. Et c'est vrai qu'après avoir passé 6 ans à cravacher pour avoir ce diplôme, je voulais pas m'arrêter comme ça et je voulais pas surtout arrêter de pratiquer parce que c'est un métier où on a besoin de pratiquer et si on ne pratique pas, on perd notre niveau. Donc, du coup, j'étais un peu embêté entre le fait de prendre un cabinet, de prendre une collaboration ou d'arrêter. Et j'ai le directeur de mon école qui m'a proposé de travailler au sein de l'école. Donc, c'était l'idéal pour moi en termes d'aménagement horaire et de temps consacré à l'école. C'était le meilleur compromis. J'y vais un jour par semaine quand je suis disponible. Si je ne suis pas disponible, je mets personne en défaut et l'école s'adapte. Donc, du coup, ça, c'est important aussi parce que si j'avais dû faire autre chose, j'aurais forcément lésé mon collaborateur sur les périodes où je ne peux pas être là parce que c'est Canal qui dirige un peu tout. Donc, du coup, c'est Canal qui décide en fait en fonction de si on joue le samedi ou le dimanche, nos semaines d'entraînement ne sont pas les mêmes. Et ça, on le sait 3 semaines à l'avance. Donc, c'est compliqué pour la patientèle. Donc, heureusement que j'ai ce système-là avec l'école où j'y vais un petit peu quand je suis disponible. Et c'est vraiment un coup de main que je leur donne. Ils ne sont pas dépendants de ma présence. Donc, du coup, je suis très heureux de pouvoir faire ça, de pouvoir continuer à exercer. Et c'est important pour moi aussi de continuer à me former pour être prêt à ouvrir mon cabinet plus tard, si jamais j'en ressens le besoin. Et du coup, en cette période de Covid, là, est-ce que tu as pu aider en tant que podologue? Alors, en tant que podologue, non, parce qu'on a eu l'école qui a été fermée et qui n'a toujours pas réouverte. Donc, elle ne réouvrira pas avant septembre. Donc, du coup, c'était compliqué en tant que podologue, surtout pour trouver si vous voulez, je pense que le rôle du podologue n'avait pas été primordial en début d'épidémie. Et donc, on a préféré fermer l'école et pas assurer un service d'urgence pour limiter justement l'utilisation des masques et les laisser au personnel soignant tel que les médecins ou les infirmiers. Donc, du coup, en tant que podologue, on a fait des actions avec le Stade Toulousain pour essayer de venir en aide un petit peu aux SDF, aux personnes âgées qui sont enfermées chez elles et qui n'ont pas forcément la capacité de se déplacer pour aller faire leurs courses. Et on a fait aussi des actions avec le Secours catholique. On a préparé des colis et on les a distribués aux personnes. Et du coup, toutes ces actions, elles ont été rendues possibles par la cagnotte que vous avez organisée? Alors non, ça, c'est la cagnotte, c'est autre chose, c'est quelque chose de complètement différent. Ça, on voulait faire un geste aux hôpitaux toulousains. Donc, on a une vingtaine de joueurs qui a donné un maillot, porté un maillot officiel. Et on a fait une cagnotte avec ces maillots et il suffisait de donner 10 € pour pouvoir recevoir un lot. Et on a été tous étonnés de voir la somme s'accumuler. Je crois qu'on a récupéré près de 85 000 € pour les hôpitaux de Toulouse. Donc ça, c'est une somme qu'on a donnée aux hôpitaux. Et tout le reste, non, ça s'est fait bénévolement. On n'a pas eu besoin d'argent pour faire les autres actions. Et t'as donné quel maillot, toi? Alors moi, j'ai donné le maillot de France-Italie du tournoi de cette année. Tu avais un certain symbole par rapport à ce maillot ou tous les maillots, pour moi, sont importants, d'autant plus ceux de l'équipe de France. Mais je
je pense que cette action était l'occasion de faire une preuve forte de notre soutien au personnel hospitalier. Et si on voulait avoir que les dons montent, il fallait que les lots soient à la hauteur. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité à donner un de mes maillots de l'équipe de France. J'ai eu la chance de jouer 4 matchs cet été, pendant le tournoi, pardon. Donc du coup, j'ai 4 maillots que j'ai donnés aussi à des associations. Mais voilà, dans ces moments-là, il faut savoir donner pour les personnes qui en ont besoin. Et justement, dans ces moments-là, comme tu dis, là, c'est bien parce qu'au moins, tu es actif et tout. Et au niveau du sportif, comment tu gères? Est-ce que tu peux t'entraîner de ton côté tout seul? Comment tu gères cette période sans rien faire là? C'est pas trop compliqué? Si, forcément, c'est compliqué, c'est délicat. Déjà, on n'a pas l'habitude de s'entraîner tout seul. On a toujours l'habitude de s'entraîner en équipe. Donc là, s'entraîner tout seul, c'est compliqué. C'est pas la même chose du tout. On a la chance aussi d'avoir récupéré un peu de matos au stade. Donc on ne peut plus accéder à la salle de musculation. On a vidé la salle. On a tous récupéré un peu de matos pour pouvoir s'entretenir un petit peu à la maison. Donc forcément, ce n'est pas l'idéal, mais on arrive à s'organiser, à trouver des séances avec le matériel qu'on dispose. Et ça nous permet aussi de faire autre chose, de tester les nouvelles méthodes d'entraînement qu'on ne fait pas trop habituellement. Du crossfit, du yoga, des choses comme ça. Donc, on essaie de meubler, de faire en sorte qu'on ne tombe pas dans une routine qui nous ennuie. Et jusqu'à présent, on l'a très bien géré. C'est le Stade Toulousain qui t'a imposé un programme ou tu l'as fait par toi-même? Ils ne nous imposent rien, mais c'est vrai qu'ils sont sans cesse en train de nous proposer des contenus, des nouvelles formes de travail. Donc, c'est vachement sympa et ça permet de garder ces petites émulations. On a fait des petits challenges en équipe, donc c'est sympa aussi pour garder le contact avec les mecs et pour mettre toujours un peu de compétition entre nous. C'est ce que j'allais dire justement, je voulais rebondir sur ça. Est-ce que vous aviez toujours des contacts malgré le confinement entre joueurs? J'ai vu que Sofiane Guitoun avait une magnifique perruque sur un live Instagram qu'il avait fait. Antoine Dupont avait une très jolie moustache aussi. C'est ça, on essaye de rester actifs entre nous et aussi pour les personnes qui nous supportent et qui n'ont plus la possibilité de nous voir. Donc, Sofiane a créé ce jeu, le PS, avec le Stade Toulousain. Ça ne marche pas trop mal, je crois qu'il va faire la troisième édition vendredi soir. Mais après, c'est sûr qu'on a du temps entre nous. On passe pas mal de temps au téléphone, à s'appeler, à faire des visios, des trucs comme ça. Donc, c'est dur parce que le contact physique, forcément, ça manque. Mais on arrive quand même, avec la technologie actuelle, à pouvoir se voir assez régulièrement. Et du coup, ton loisir numéro 1 pendant ce confinement, quel est-il? C'était plutôt team Netflix, plutôt Play, je sais pas. Plutôt Netflix que Play, ouais. C'est vrai que j'ai une mauvaise connexion à la maison, donc en fait, pour jouer en ligne, c'est compliqué. Et tout seul à la maison, c'est pas terrible. Non. J'ai pas mal, donc j'essaie de continuer un petit peu à m'entraîner. Après, j'ai pas mal bricolé à la maison, parce que j'avais pas mal de choses en retard, on va dire, vu qu'on n'a pas énormément de temps en temps normal pour s'occuper de notre chez nous, donc pas forcément d'énergie. Mais là, du coup, on n'a plus d'excuses. Donc, j'ai bricolé pendant le début du confinement. Et là, maintenant, voilà, je m'occupe d'essayer de continuer à faire du sport. J'ai un chien qui est plus heureux pendant ce confinement. Parce qu'on dormait avec lui à lui lancer la balle, donc ça, lui il en redemande. Et voilà, je sais cuisiner un peu. On essaie de trouver toujours des nouvelles idées d'être imaginatif pour s'occuper sans affaire et s'occuper. Mais c'est vrai que ça, comme tout le monde, ça devient long et il nous tarde le jour où on va pouvoir se déconfiner. Bon, on va essayer de rattaquer un peu sur le sportif maintenant qu'on a fait un peu l'état des lieux, l'état de santé des troupes. On va commencer doucement, hein. Si tu devais nous dire ton plus beau souvenir pour l'instant dans ta carrière de rugbyman, on sait que potentiellement il y a pas mal de possibilités. Donc si tu devais en garder quelques-uns, toi, tu garderais lesquels? Avec quelques-uns, je garderai tous les titres. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais si je devais en garder un, ce serait le titre l'an dernier de Top 14. C'était quand même quelque chose d'exceptionnel. On a vécu une saison folle et que ça se termine comme ça, c'était incroyable. Donc voilà, c'est mon plus beau souvenir à l'heure actuelle en tant que rugbyman. Et du coup, comment vous l'avez vécu le fait de réattaquer la saison là? Parce que l'année dernière, vous faites une saison assez folle, hein. Je crois que
la domination du stade, en tout cas au niveau sportif, était plus approuvé. Ça se finit par un titre. Comment on réattaque après par la suite? Après, j'imagine quelques soirées, bien sûr, mais comment on réattaque après la saison, quoi? Ouais, forcément, on a bien fêté ça, et à juste titre. Mais c'est vrai que c'est délicat quand vous êtes champion, que vous allez en finale, parce que vous êtes les derniers à arrêter. Forcément, vous êtes les derniers qui étaient très courtes. On a eu qu'un mois, je crois, d'intersaison pour se repréparer pour la nouvelle saison. On a eu les départs aussi de tous les joueurs qui ont fait la prépa Coupe du Monde et qui sont partis à la Coupe du Monde. Donc ça aussi, c'était pas évident à gérer. Et donc le début de saison, c'est délicat aussi parce que vous attaquez avec un statut et vous êtes la proie de toutes les autres équipes qui veulent bien sûr battre le champion. Donc forcément, le début de saison a été difficile et c'est dommage de ne pas avoir été dans les 6 sur cette limite, parce qu'il manquera un gros bout de saison qui ne se jouera pas. Et c'était quoi les objectifs de cette saison? C'était le Brennus, la Coupe d'Europe, les deux? Ouais, c'est sûr qu'on avait l'idée on avait l'envie d'être présent sur les deux tableaux. On était présent en Coupe d'Europe, malgré ce quart de finale qu'on ne pourra pas jouer cette saison. Je ne sais pas si on le jouera la saison prochaine, mais bon, dans tous les cas, on avait réussi à se qualifier. Et c'est sûr que sur le top 14, on n'était pas dans les clous de ce qu'on espérait, malgré qu'il reste 9 matchs à jouer. Donc, on avait le temps de remonter un petit peu au classement. Mais bon, c'est pas. Il y a des problèmes. Je pense que la pandémie qu'on est en train de vivre est quand même plus importante que le rugby. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la priorité à la santé avant de penser au rugby professionnel. Ouais, pour revenir juste à la préparation de la Coupe du Monde, comment toi tu l'as vécu et surtout malheureusement avec l'annonce de ne pas être sélectionné pour cette Coupe du Monde? C'était quelque chose d'exceptionnel pour moi de pouvoir préparer une Coupe du Monde et d'être appelé dans l'effectif, on va dire, de l'équipe de France. J'ai eu la chance de faire mes 2 premières sélections. C'est quand même quelque chose d'important dans une carrière. Et forcément, si en début de saison, on m'avait dit tu seras champion de France, tu seras diplômé pédicure podologue et tu auras 2 sélections à l'équipe de France, j'aurais signé de suite, même si j'avais pas été à la Coupe du Monde. Donc c'est encore une fois, c'est pas un échec, c'est pas j'ai été déçu forcément parce que rater un événement comme ça, c'est compliqué, mais j'étais très fier de la saison que j'avais faite. Et dans tous les cas, voilà, c'était une étape de plus dans ma carrière et un pas de plus franchi. Et c'est pour ça que j'étais très heureux cette année de retrouver l'équipe de France et de pouvoir jouer une vraie compétition. Et est-ce que tu as passé un cap? Est-ce que tu as gagné en maturité justement avec ces sélections pendant le tournoi? Est-ce que ça a changé quelque chose? C'est dur à dire parce que je n'ai pas rejoué avec le club, donc je ne peux pas te dire si j'ai gagné vraiment en maturité, du moins sur le terrain. Mais déjà, on a vécu une belle aventure avec l'équipe de France. C'était pour moi aussi les premiers pas en équipe de France et je trouve ça génial. On a réussi à créer quelque chose de fort humainement avec tous les mecs qu'il y avait dans l'équipe. Et ça s'est ressenti sur le terrain, c'est ça qui est top. Et c'est ça qui a fait aussi qu'on a eu des bons résultats. Après, forcément, oui, peut-être que j'ai changé de statut, mais toujours est-il que je veux pas changer le joueur que je suis, la façon dont je vis au quotidien. Et c'est comme ça que je suis arrivé en équipe de France. Donc, il faut que je reste comme ça si je veux rester en équipe de France le plus longtemps possible. Et du coup, pour continuer un peu sur le tournoi, comment tu l'abordais ce tournoi? C'est-à-dire que là, c'était quand même un nouveau groupe, un nouveau sélectionneur. Il y avait pas mal de changements. C'était le début d'un cycle. Quand tu arrives en équipe de France dans ces conditions-là, avec pas mal de Toulousains, comment tu l'approchais toi un peu? J'étais très, très excité et très heureux de faire partie de cette aventure. C'était une première pour moi et j'avais la chance d'être aux côtés d'un paquet de joueurs toulousains. Donc ça, forcément, ça aide à se sentir à l'aise. Mais après, on a eu 2 semaines de travail avant le premier match
qui ont permis vraiment de créer ce groupe et cette équipe qu'on a formée pendant le tournoi. Et ces 2 semaines ont été importantes pour apprendre à se découvrir et à créer des liens qui après nous ont aidés sur le terrain. Donc, je pense que cette préparation du tournoi a été idéale pour être performant. Et justement, en parlant du tournoi, quelle sensation ça fait de battre les Anglais, vice-champions du monde, et les Gallois au Millennium? Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable déjà la ferveur qu'il y avait derrière nous au Stade de France pour le premier match. Le scénario du match était complètement fou et en fait on a dominé vraiment ce match et on n'a pas été inquiété. C'est quand même quelque chose d'assez rare contre les Anglais, donc on en a vraiment profité et ça a lancé notre campagne, la campagne du tournoi. Donc c'était un régal, quoi. On s'est régalé. Et ensuite, cette victoire au Millennium, pareil, il y avait une ferveur folle. Il y avait, je sais pas, je crois que c'était 12 ou 18 000 Français dans le stade. C'était incroyable à la fin du match, quand on fait le tour d'honneur, on se serait cru en France. J'avais des frissons, même à la fin du match en faisant le tour d'honneur. C'était quand même exceptionnel. Et forcément, sur le terrain, la solidarité dont on a fait preuve a été ouais, ça a été capital pour aller chercher cette victoire. Et c'est quelque chose de rare et de fort qu'on a vécu. Et on en a tous encore des étoiles plein les yeux. Et je pense que c'est des souvenirs gravés à jamais. C'est rare de gagner au Millennium. Donc c'est dommage de s'être pris les pieds dans le tapis après en Écosse. Mais c'est vrai que cette victoire chez nous contre l'Angleterre et au Pays de Galles, c'est 2 moments forts de ma carrière. Et justement, pour faire la transition, tu parlais de l'Écosse. Finalement, je ne veux pas dire que vous vous étiez vu peut-être trop beau ou quoi, parce qu'évidemment, je me doute que ce n'était pas le cas. Mais comment tu peux expliquer justement de passer, il y a 2 semaines avant, vous battez les Gallois au Millennium et ensuite vous arrivez face aux Écossais et finalement, bon, après, évidemment, il y a le carton rouge de Mohamed Aouas, mais comment expliquer un peu cette différence entre le Pays de Galles et le match contre l'Écosse? Ouais, c'est compliqué à expliquer, mais c'est vrai on s'est pris un peu les pieds dans le tapis, on s'est peut-être vu un peu beau, c'est peut-être aussi une des raisons. Mais après, on est tombé sur une équipe écossaise qui a réussi tout ce qu'elle a tenté, qui a énormément tenté d'ailleurs. Et nous, un scénario catastrophe où rien ne réussissait. Je prends un jaune en début de match qui donne un peu le temps du match. Après, on a ce carton rouge en fin de première mi-temps. Et après, on n'a rien lâché, mais le mal était fait et on n'a pas trouvé les ressources pour rebondir. Donc, c'est malheureux au vu des 3 premiers matchs. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est une équipe en construction. Si on avait tout gagné de suite, peut-être qu'on se serait vu beau là, justement, et qu'on aurait eu des déconvenus par le passé. Toujours est-il qu'on a perdu ce match-là et j'espère que ça nous servira pour la suite et dans la préparation et dans le contenu qu'on y a mis. Hop, du coup, si on a changé les caméras, c'est juste parce qu'on a relancé une autre session Zoom. On attend encore les budgets à la feuille de match pour s'acheter la version pro. N'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé. Oui, Victoria, je crois que tu avais une question notamment encore sur l'équipe de France. Oui, justement, tu nous as parlé d'une équipe en construction. Quelle est l'ambiance autour de cette équipe avec Fabien Galtier et tous ces nouveaux jeunes joueurs? L'ambiance entre les joueurs, elle est vraiment bonne. On s'entend tous bien, on vit vraiment bien, presque à l'image d'un club. Ça, c'est quand même assez génial en équipe de France. Et vis-à-vis du staff, on apprend forcément à se découvrir. Et les victoires aidant, ça s'est super bien passé aussi. Et je pense qu'on est en train de bâtir une relation de confiance entre eux et nous. Et j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va pouvoir créer quelque chose de fort et quelque chose qui marche pour l'équipe de France. Moi, j'avais une petite question justement sur les prochaines échéances. Bon, on est toujours dans l'incertitude vis-à-vis déjà de la tournée d'été avec l'équipe de France, même la tournée d'automne. Est-ce que toi, tu te projettes justement sur ces tournées? Est-ce que tu te projettes même déjà peut-être sur le tournoi
de l'année prochaine, ou est-ce que non, tu n'y es pas encore du tout, tu préfères te positionner juste sur ton club Non, c'est clair que je me suis pas positionné encore. Enfin, il y a trop d'incertitudes pour le moment. On sait pas déjà comment on va reprendre le top 14. Et pour moi, la priorité, c'est de sortir de cette pandémie, d'arriver à vaincre au mieux ce virus. Après, on aura la possibilité de reprendre. On ne sait pas comment on va reprendre, si on sera à huis clos ou pas, mais bon, ça c'est un autre débat. Et forcément, moi, je suis toujours parti du fait que c'est le club qui t'amène dans l'équipe de France. Donc, avant de penser à l'équipe de France, il faut que je pense à être performant avec le Stade Toulousain. Parce que dans tous les cas, on a fait un super tournoi, mais c'est pas parce qu'on a été bon à ce tournoi-là qu'on sera présent au tournoi 2021. Donc, il va falloir retourner au boulot, se repréparer physiquement, parce que forcément, le confinement nous a pas fait énormément de bien. Et après, être performant avec son club pour pouvoir prétendre à l'équipe de France. Et du coup, au niveau du stade, toi, tu as commencé en 2016, du coup, dans l'équipe 1. Mais je crois qu'on parlait déjà assez de toi dans la vie toulousaine. Avant que tu commences à jouer dans l'équipe 1, tu étais un joueur assez attendu, je me souviens, quand tu étais un peu plus jeune. Comment tu as vécu ça? Parce que tu arrivais quand même dans une équipe du stade avec un statut vraiment d'espoir très intéressant pour le club. Rapidement, même avant que tu sois en équipe de France, il y a eu des propos d'Olivier Magne, qui disait que tu avais déjà un profil potentiel de capitaine pour le 15 de France. Comment tu as toujours vécu le fait que tu sois attendu avant d'arriver potentiellement dans les équipes? J'essaie de ne pas trop l'écouter et de ne pas trop le croire, parce que c'est vrai qu'il y a une différence énorme entre le monde de moins de 20 ans et le monde rugby professionnel. J'ai mis 2 ans ou 2 ans et demi à franchir ce palier-là. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué à vivre, parce que forcément, quand vous êtes en moins de 20 ans, on commence à passer à la télé, on commence à parler de vous, les journalistes s'affolent un peu. Et si on met trop le nez dans ces articles-là, on peut se voir arriver. C'est plus beau. Et j'ai eu la chance, moi, au Stade Toulousain, d'avoir toujours des pointures à mon poste. Et donc, ça m'a tiré vers le haut et ça m'a forcé à continuer à travailler pour essayer de rattraper l'écart qu'il y avait entre eux et moi et de pouvoir prétendre à jouer à leur côté. Donc, ça a été long, ça a été compliqué, mais je pense que ça a été un moment, un élément important de ma carrière qui a fait que je me suis forgé un petit peu pendant cette période-là. Et le jour où j'ai été essayé au niveau professionnel, j'étais prêt et ça m'a permis de rester à ce niveau-là. Et pour continuer un peu sur le sujet, ça fait quoi de côtoyer Thierry Dissautoir tous les jours quand on a un jeune joueur et qu'on joue au même poste? Ouais, mais comme je disais, j'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'avoir des joueurs exceptionnels qui jouent autour de moi au même poste. C'est quelque chose de très important ça a été quelque chose de très important pour moi pour apprendre et pour me construire. C'est vrai que Thierry est toujours une légende et une personne très, très charismatique et très importante à mes yeux. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et pour la petite anecdote, je suis très fier de l'avoir remplacé sur son dernier match au Stade Toulousain. Donc c'est vrai que c'est compliqué quand vous rentrez à la 79e minute de match, mais quand on voit la légende qu'il était et l'acclamation qu'il a eue, j'étais heureux de partager ce moment avec lui. Et justement, par rapport à ça, il y a un point commun que vous avez entre toi et Thierry Dissautoir, c'est ce calme sur le terrain. Même quand il y a des embrouilles, vous n'êtes jamais là, ou alors c'est pour séparer les joueurs. Moi, ça m'impressionne toujours. La seule fois que je t'ai vu peut-être un peu plus bouillonnant, c'était un match contre Castres où tu avais pris un carton jaune avec Alex Toulou, je crois. Mais comment tu fais pour être aussi calme? Parce qu'à certains moments, quand même, il y a des joueurs, c'est quand même quelque chose de garder son calme comme ça. Ouais, mais le rugby actuel, avec toutes les caméras et compagnie, tu peux plus faire grand-chose sur le terrain. Donc, ça sert un peu à rien de laisser de l'énergie dans ces échauffourées-là, surtout qu'il ne se passe pas souvent grand-chose. Mais c'est vrai que j'aime bien essayer de rester calme, de réfléchir un petit peu à la suite. Et notamment dans le rôle de capitaine ou de leader, il faut arriver à rester calme et ne pas subir les événements.
Et pendant ces moments-là, c'est vrai j'essaie de. Souvent, on sait de quoi ça part. Et on essaie d'anticiper voilà, ce qui va se passer. S'il y a pénalité pour nous, qu'est-ce qu'on va faire, des choses comme ça. Lors du tournoi, pour le carton rouge de Mohamed Awas, on a tous vu en direct le coup. On s'est dit, bon, on savait au fond de nous ce qui allait arriver. Donc, il a fallu rester calme et se rassurer, se donner des mots forts pour garder le calme et préparer la suite. D'ailleurs, attendre 10 minutes en plein milieu de Murrayfield, qu'on voit la vidéo, ce qui s'est passé, c'était pas trop difficile avec le groupe là? Parce que c'était pas une entame de match déjà facile, ça arrive avant la mi-temps, je crois. C'était pas évident forcément. On savait tous à peu près ce qui allait arriver. On pensait que les Écossais allaient être sanctionnés aussi parce qu'on ne se bat jamais tout seul. Et surtout que là, Mohamed fait juste il a juste répondu à une agression, mais bon, ça c'est un autre débat. C'est vrai c'était particulier parce qu'on était déjà derrière, le match était compliqué, on savait qu'on allait finir à 14. On était une équipe jeune sans forcément de gros leaders avec un gros poids. Donc c'est ce qui a fait notre force. Personne ne s'est affolé, tout le monde s'est resserré. Et Charles a été très important à ce moment-là. Et je pense que Charles est important aussi, est devenu très important dans notre groupe. D'ailleurs, cette troisième ligne pendant le tournoi que tu as formé avec Charles et aussi avec du coup Grégory Aldrit, comment tu vis sur le terrain d'être avec deux joueurs comme ça? Parce que, en tout cas, à l'écran, ça rend une belle complémentarité. C'est deux joueurs que j'apprécie énormément et ça se passe jusqu'à présent, ça s'est super bien passé à chaque fois qu'on a joué ensemble. C'est vrai qu'on est assez complémentaires et j'espère que ça va durer comme ça. Et voilà, j'essaie d'apporter. C'est vrai c'est deux joueurs qu'on voit beaucoup offensivement. Donc moi, j'essaie d'équilibrer un peu tout ça en étant plus présent sur le plan défensif. Je n'ai pas changé ma façon de jouer, mais j'ai plus l'habitude de toucher un peu plus de ballons au Stade Toulousain. Et là, en équipe de France, j'en ai touché 5, je crois, sur le tournoi. Donc c'est un peu frustrant, mais justement, voilà, je disais, l'équilibre dans ce troisième ligne est bon et ça me va très bien de jouer comme ça si ça nous permet d'être performants. Non, moi, je voulais parler un peu des Babas, François, parce que tu as fait partie de la tournée en Nouvelle-Zélande, je crois que c'était en 2018, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe? Parce qu'on connaît les Babas, c'est un peu un ovni dans le paysage rugbystique. En gros, on a toujours deux coachs qui se font nommer parmi les entraîneurs de Top 14 qui prennent une équipe. Là, depuis quelques années, c'était un peu l'antichambre du 15 de France. Énormément de joueurs qui sortaient de l'équipe U20 arrivaient en Babas, que ce soit des joueurs qui sortaient de l'année ou encore l'année d'avant. Et du coup, on t'a vu, toi, avec pas mal de joueurs aussi qui ont frappé à la porte de l'équipe de France ou même des mecs qui t'ont rejoint au Stade Toulousain. Je pense à Pierre Fouissac, qui jouait à Agen à l'époque. Tu peux nous raconter un peu l'esprit Babas peut-être, ou peut-être une anecdote que tu as sur ces moments-là? C'est vrai que nous, à l'époque, la tournée que j'ai faite, ils nous avaient présenté comme la deuxième équipe de France, en fait, l'équipe des Barbarians. Donc c'est vrai que peut-être les attentes étaient un peu différentes. Le staff, donc c'est deux coachs de Top 14, mais après l'encadrement des Babas, c'est l'encadrement qui est depuis le début et c'est eux en fait qui transmettent cet esprit-là et c'est grâce à eux que les Babas sont ce qu'ils sont. Et franchement, j'ai vécu une aventure folle aussi avec eux. Déjà partir en Nouvelle-Zélande, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel quand on joue au rugby. On a fait 10 jours en Nouvelle-Calédonie pour promouvoir un petit peu le rugby là-bas, mais surtout passer du bon temps ensemble et apprendre un petit peu à se découvrir. Et ensuite, la tournée, à proprement parler, les deux matchs joués, c'était compliqué pour nous cette année-là. On a pris 2 fois 40 points contre les Crusaders et les Highlanders. C'est deux super équipes de rugby, donc déjà, c'est compliqué de les affronter en temps normal, d'autant plus avec une équipe qui se connaît à peine. Mais malgré ça, on s'est tous régalés et on a réalisé même si les résultats n'étaient pas là, le contenu des matchs était pas trop mal. C'est ça aussi qui est fort chez les Babas, c'est qu'on passe pas beaucoup de temps à s'entraîner, mais le rendu à chaque fois est top parce que il y a cette cohésion dans cette équipe et cette envie de rien lâcher qui est incroyable.
Et c'est paradoxal, enfin, c'est particulier parce qu'on n'a jamais l'occasion de vivre comme ça en club. Tout est carré, tout est structuré, tout est dans la préparation même des matchs, tout est sérieux. Et là, avec les Babas, il y a énormément de liberté. Vous briguez 3 fois par semaine avec un match à la fin de semaine. C'est les situations que vous n'avez jamais l'occasion de faire en top 14. Et malgré ça, voilà, on prend du plaisir sur le terrain. Et donc, nous, on n'a pas fait les résultats, mais je crois que l'année d'avant ou l'année d'après, ils ont tapé les Maoris All Blacks à Bordeaux. Donc, c'est ça qui est fou avec cette équipe. C'est qu'elle vit sa vie à 200 à l'heure et le week-end, c'est performant sur le terrain. Et du coup, dans la même veine, est-ce que tu aurais peut-être des anecdotes à nous glisser là, vu qu'on arrive vers la fin de la mission? On sait qu'il y a eu un petit championnat de France qui est passé par là avec le stade, du coup une tournée avec les Babas, peut-être aussi des insights de l'équipe de France, on ne sait pas. Le petit train pour aller chez tonton, par exemple. Oui, c'est vrai que l'an dernier, donc, pour remercier un petit peu les bars du centre-ville qui nous accueillent, qui nous ont pas mal accueillis l'an dernier après les matchs, on a fait tourner des bars avec le petit train de Toulouse. Donc, c'est quelque chose d'assez sympa. On s'est arrêté chez Tonton, on s'est arrêté à ma biche sur le toit, on s'est arrêté au Wallace. On a fait tous les bars qu'on visite un petit peu le soir après les matchs. C'était quelque chose de vraiment sympa. On était tous déguisés et ça s'est super bien passé. Moi, j'avais une question sur les. Alors, évidemment, je sais que tu vas certainement répondre le Millennium, mais si tu avais un stade à retenir, du coup, autre que le Millennium, un stade avec une ambiance qui t'a marqué depuis le début de ta carrière, ce serait lequel? J'ai la chance déjà d'avoir joué dans pas mal de grands stades, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Vélodrome. Depuis qu'ils l'ont refait, là, j'ai joué 2 fois et je trouve magnifique. Et ces tribunes, elles sont elles sont vraiment hautes et verticales. Et quand vous arrivez sur la pelouse, on est vraiment dans un cocon. Et c'est quand même un stade emblématique en France. Et y jouer dessus, c'était quand même quelque chose de très fort. Donc ouais, si j'en avais un à retenir, je dirais celui-là. Sachant que le stade où vous deviez y jouer contre Toulon là, vers la fin de saison au Vélodrome, il me semble. Ouais, c'est ça. Voire peut-être même la finale aussi, d'Europe. Et ouais, la finale était à Marseille aussi. Ouais. On avait le match retour contre Toulon et potentiellement, la finale. Et en termes d'ambiance, du coup, sinon, pas le stade, mais en termes d'ambiance, qu'est-ce que par exemple un stade comme Jean Daugé, ça t'a surpris avec J'ai jamais joué à Jean Daugé. Jamais joué? Non. Mais en termes d'ambiance, je me souviens c'est pas mon souvenir, mais d'un quart de finale au Munster, où ils ont un stade emblématique avec un public très fervent. Et ce stade, il ne paye pas de mine, mais l'ambiance à l'intérieur est complètement folle. Et dès qu'il y a… en fait, rien que le public à lui tout seul met une pression énorme sur l'équipe adverse. Et ça fait déjouer pas mal d'équipes là-bas. Et je sais que quand tu étais plus jeune, tu allais souvent à Pierre Fabre, au stade de Castres, il me semble. Et moi, j'avais une question plus personnelle. Comment tu passes du costume de spectateur au costume de joueur? Quelle sensation ça fait? Parce que forcément, quand tu es spectateur, tu es avec les autres à chanter et tout. Et là, quand tu es sur le terrain, comment tu recenses, surtout en plus à Pierre Fabre, avec une ambiance assez particulière, notamment pour les Toulousains? Comment tu le vis, ça? Je ne suis jamais trop posé la question. Mais c'est vrai que j'ai mis du temps à basculer justement du côté spectateur à être sur le terrain. Et pour ça, les équipes jeunes au Stade Toulousain, il y a quand même un peu de monde qui suit. Ensuite, j'ai fait les équipes de France jeunes aussi, où il y a du monde qui commence à venir voir, les moins de 20 ans qui commencent à être télévisés. Donc forcément, petit à petit, on commence à basculer un petit peu de l'autre côté. Mais c'est vrai que quand vous rentrez sur votre première… quand je suis rentré sur mon premier match professionnel,
en fait, il y a tout qui est impressionnant et c'est compliqué de rester concentré sur ce qu'on doit faire. Mais j'ai eu la chance aussi, et ça c'est pas mal dans certains clubs. En fait, avant de jouer, j'ai été souvent 24e, ce qu'on appelle. C'est le joueur qui s'échauffe avec l'équipe, donc qui fait l'échauffement avant le match. Et s'il n'y a pas de blessés, il voit le match en tribune. En fait, il ne prend pas part au match. Donc ça permet de s'imprégner du vestiaire, de connaître un peu l'échauffement et de commencer aussi à goûter aux ambiances des stades. Et ce qui a fait que quand j'ai pu démarrer sur un match, je connaissais un petit peu déjà l'ambiance et je pense que c'est important pour pas être lâché directement dans le grand bain. Et François, si tu avais un joueur contre qui tu as joué qui t'a vraiment impressionné, si je devais m'en donner un là. Mais, si j'avais dû te dire un joueur qui m'a impressionné dès le départ, je t'aurais dit Cheslin parce que j'ai eu la chance de jouer contre lui. J'ai pas joué directement contre lui parce que j'ai pas joué ce match-là. Mais en Coupe du Monde de moins de 20 ans en France, il jouait pour l'Afrique du Sud. Et déjà, rien que là, il avait été exceptionnel. Tout le monde avait remarqué ses performances. Donc, si j'avais vraiment un joueur exceptionnel à te sortir, je te dirais lui. Il doit vous faire gambader quand même les troisième lignes pour aller au soutien. Le suivre sur le terrain, ça ne doit pas être tous les jours facile. C'est dur à suivre, c'est dur à savoir où il va aller aussi. Parce qu'il est imprévisible. On pense qu'il va à la droite, il part à gauche. Mais encore une fois, je suis content de l'avoir avec moi parce que si je devais le défendre contre lui, je serais bien embêté. On va pouvoir se dire au revoir tranquillement, te remercier déjà d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On va aussi te souhaiter une bonne continuation dans ce moment un peu original qu'on vit. Et voilà, du coup, on est ravis de t'avoir reçu dans l'émission. C'était un plaisir pour moi aussi. Tu es bienvenu à la prochaine victoire, prochain titre et tout, si tu veux venir le fêter avec nous. N'hésite pas. C'est noté. Ça m'obligera à gagner un nouveau titre alors. Il y en aura d'autres. Je l'espère. Bon, du coup, en tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. François, Victoria, Alexian, Arthur. Vous nous retrouvez bien sûr, comme vous le savez, sur notre page Facebook, La Feuille de Match. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, La Feuille de Match, sur Twitter, F2M-rugby, sur notre site internet, lafeuilledematch.com. Et on vous invite aussi, du coup, on a ouvert la chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, justement, pour poser ces formats d'émissions. Du coup, on vous invite à vous abonner et à mettre un pouce bleu. J'ai l'impression de me prendre pour un youtubeur quand je dis ça, j'adore. Du coup, voilà, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et bien sûr, restez chez vous et passez du coup un bon confinement et on vous souhaite à tous du coup une bonne fin de journée.